Bonjour à tous, je vous propose de commencer ce webinaire sur la fraise production emblématique du Loir-et-Cher. J'espère que vous m'entendez bien puisque ma connexion Internet semble instable. Néanmoins, nous allons démarrer. Dans un premier temps, je vous propose un film, un témoignage de Arnaud Bessé, le président de la Chambre d'agriculture, qui va rappeler le contexte de ces webinaires. Ensuite, sur une première partie de la séquence, Jean-Marie Guichardon de la Chambre d'agriculture, donc qui est à Blois ce soir, et Laurent Renaud du Cadran de Sologne vont à deux voix vous présenter un diaporama sur l'ensemble de la production de Loir-et-Cher et de l'ensemble de la production de fraises de Loir-et-Cher et sa commercialisation via le Cadran de Sologne notamment. Et en deuxième partie d'intervention, d'ici une demi-heure probablement, ce sera l'occasion pour vous de poser des questions par le chat dans un premier temps, puis en levant la main. Vous verrez que on vous expliquera tout à l'heure comment ça se passe. Vous pouvez lever la main, on réallumera les micros et on pourra poursuivre la discussion. Donc bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Donc tout d'abord quelques mots d'introduction. Donc nous, Chambre d'agriculture, nous avions la volonté en 2020 de vous faire partager ce qui se fait dans les différentes filières agricoles du département du Loir-et-Cher, vous faire partager et rentrer en contact avec les opérateurs économiques parce qu'il y a sûrement quelques opportunités à saisir, d'où cette envie, mais ce webinaire lié au contexte sanitaire actuel qui prend une forme très particulière. Donc forcément, vous constatez comme moi et vous le vivez comme moi en tant qu'agriculteur, énormément de changements sur nos exploitations, la volonté de s'adapter en permanence, la volonté de chercher de nouvelles productions, en tout cas de faire sûrement différemment pour continuer à gagner notre vie. Et donc c'est en compilant et en découvrant des informations sur différentes filières, sur différentes opportunités, qu'on peut peut-être trouver des solutions sur nos exploitations. Et donc là, nous, la Chambre d'agriculture, nous sommes là pour favoriser ça, pour favoriser le dialogue entre vous et les opérateurs économiques, pour vous aider à porter des projets, pour vous aider à structurer des choses, à réfléchir. Donc nous sommes pleinement dans notre rôle de développement agricole et aussi de dynamique territoriale, de création de richesses et de valeur. Donc c'est l'objectif de ces webinaires. Malheureusement, comme je l'ai dit, ça ne peut pas être en physique, donc c'est qu'une étape. Donc je vous invite à rentrer après, en fonction de vos centres d'intérêt, en contact avec nos conseillers, avec les références qui vous seront données, ou tout simplement repasser par l'accueil pour qu'on vous oriente sur les bonnes personnes, mais reprendre contact si vous êtes intéressé, si vous avez été titillé, entre guillemets, ou si vous avez d'autres idées par rapport à ce qui vous a été présenté sur d'autres sujets, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, et nous sommes là pour ça, nous ferons ce qu'il faut pour vous aider, pour vous accompagner. Donc bon webinaire, surtout dans le contexte actuel, portez-vous bien, et que l'agriculture du Loir-et-Cher soit porteuse de projets pour l'avenir. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Donc, je suis Arnaud, conseiller fruits rouges à la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher. Donc, ce soir, nous allons parler de la fraise en Sologne. Avant de commencer, je vais présenter les participants du Cadran de Sologne, s'ils veulent bien se présenter. Laurent, tu nous entends? Il entend, c'est moi qui... Il doit réactiver son micro. Laurent, tu peux réactiver. Voilà. Tout va bien. Merci de vous présenter. Bon, vous m'entendez? Oui, tu peux y aller. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Ok. Donc, Laurent Renaud, directeur du Cadran de Sologne depuis 1992. Bonsoir, Franck Guillotot, président de l'OP Cadran de Sologne et producteur de fraises. Bonsoir, Frédéric Pasquier, producteur de Cadran de Sologne et membre de chambre. Bonsoir, Michel Piquet, vice-président du Cadran de Sologne. La parole est à toi, Jean-Marie.
Donc, si vous décidez de vous lancer dans un atelier de production de fraises, vous ne seriez pas un pionnier puisque c'est une culture qui est très ancienne dans le département, hein, elle est plus que centenaire. Pourquoi on fait de la fraise en maraîchère? Elle est très adaptée au sol du sud du département, notamment les sols sableux. Quelques chiffres pour présenter la filière. Donc, 3000 tonnes qui sont produites dans le département, 40 fraisiculteurs, 7 expéditeurs et une coopérative. Enfin, quand je dis département, c'est Sud-Loire. Ce qui nous fait 150 hectares en sol et 32 hectares en jardin suspendu. Donc, ce n'est pas une petite filière. Au niveau national, on varie entre le 3e et la 5e place au niveau département. Le but de ce webinaire, c'est de donner les informations nécessaires pour prendre la décision avant d'implanter une fraiserie. Donc, une fraiserie, je vais parler des 2 possibilités de faire de la fraise, en sol et en hors-sol. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'il faut absolument pour implanter une fraise en sol? En premier, il faut de l'eau. Il faut avoir accès à un forage, voire à une réserve, pour avoir de l'eau à 2 moments importants de la saison, au moment de la reprise des plants au mois de juillet, et où il faudra ou un canon ou des sprinklers, et au printemps, en goutte à goutte uniquement. Très, très important aussi pour produire des fraises, c'est son sol, hein, sol sableux à sableux limoneux, surtout non hydromorphe. Là, non hydromorphe, c'est indispensable. Les textures de sol est quand même un peu moins indispensable. On peut faire de la fraise en bosse, il n'y a pas de problème, mais il ne faut surtout pas que les fraisiers soient dans un sol tout gorgé d'eau. Le pH plutôt basique, 6 à 6,5. Et forcément, plus la structure sera grumeuse et aérée sur 40 cm, mieux ça vaudra. Ce qu'il faut éviter, c'est les précédents culturaux type solanacée, notamment pommes de terre, qui apportent du verticillium ou de la luzerne. Les prairies sont un très bon précédent, mais malheureusement, elles apportent du topin, hanneton, et il n'y a plus trop de produits efficaces contre ces ravageurs du sol. Sinon, c'est un très bon précédent. Qu'est-ce qui vous attend si vous allez implanter une fraiserie en jour court? Les pics d'activité, les grandes lignes. Hein. Donc, la plantation se fera en début juillet en plan frigo, un peu plus tard en fraisimotte. Ça, c'est indispensable. Hein. On peut planter un peu plus tôt, mais il ne faut pas vraiment planter après le 14 juillet sous peine de perdre du rendement. L'été, l'automne, vous aurez à couper des fleurs et des stolons. Les fleurs, c'est manuel. Les stolons, c'est souvent mécanisable. On laisse reposer le tout. On revient voir nos fraisiers au mois de février, où on va poser les films de couverture. C'est important. Enfin, on peut faire de la fraise sol sans tunnel, mais il est fortement conseillé de mettre des tunnels, hein, pour protéger la production et pour avoir une qualité bien supérieure, et aussi, bien sûr, pour avancer l'entrée en production. La récolte se fera de fin avril à fin juin, selon les variétés. Ça, c'est l'itinéraire classique de notre région. Les matériels spécifiques que vous n'aurez sûrement pas sur votre exploitation, donc une buteuse pour faire des buttes. Comme j'ai dit tout à l'heure, pas de sol hydromorphe. Il faut absolument que la fraise ne soit pas dans l'eau, donc c'est pour ça qu'on les rehausse sur des buttes. Et un atomiseur, c'est pas force pour pouvoir faire quelques traitements sous les tunnels. J'ai voulu insister sur un point très très important au niveau de la fraise, qui est la récolte. Avec la récolte, que ça soit en fraise sol ou hors sol, c'est la même chose, puisque c'est un poste qui est très très important, aussi bien au niveau financier, c'est le poste le plus important, et c'est le poste qui en grande partie va dépendre de la réussite économique de votre production. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir quelques critères en tête. Hein. Il faudra suffisamment de cueilleurs à l'hectare. Bon, entre 7 et 10, vous serez à peu près tranquille. Et surtout, veillez à ce qu'ils n'abîment pas les fraises. C'est très, très important qu'il n'y ait pas de traces de doigts. Il faut surtout qu'ils cueillent très délicatement la fraise, tout en assurant un rendement de cueillette minimal à l'heure. Ouais. Alors, on cueille
principalement le matin. Notamment, il y a des variétés où c'est indispensable de cueillir le matin, type gariguette. L'après-midi, si ça ne passe pas, on peut cueillir l'après-midi des variétés d'Itron, de type Joly, d'Arcélec. Mais l'idéal, c'est de commencer au lever du jour, au mois de mai, il se lève assez tôt, et devoir finir à 12-13 heures. Là, vous serez tranquille. Ce qui est très très important aussi, c'est bien de former sa main-d'œuvre. Ça commence par le recrutement. On décide pas, on ne plante pas des fraisiers et puis on se dit tiens, la veille, il faut des cueilleurs. Hein. Ça se raisonne à l'avance. Donc, avec le recrutement, il y a plusieurs sociétés, il y a plusieurs organismes qui peuvent vous trouver des cueilleurs. Il faudra les former. La cueillette n'est pas innée, ça s'apprend. Il faudra bien leur montrer les gestes. Et il faudra de la surveillance, du management. Toujours remettre l'ouvrage et de les voir comment les cueilleurs cueillent, si ça correspond aux critères qui vous attendez au niveau de la qualité de la fraise. Là, les producteurs en parleront mieux que moi tout à l'heure, mais c'est vraiment très, très important. Alors, ce n'est pas rédhibitoire, mais ça doit être vraiment pris en compte avant de démarrer une culture. Quelques chiffres, hein. Ça c'est pour vous donner une ordre d'idée des sommes qui sont indispensables à mettre en place pour une fraiserie, pour la plantation d'une fraiserie sol. Donc, ça c'est pour vous donner un ordre d'idée. On ne va pas rentrer à discuter à l'euro près parce qu'on n'a pas le temps. Mais vous voyez la somme engagée, faites le calcul. Et pour vous donner un ordre d'idée du produit que vous pouvez attendre de votre hectare de fraisier, tout ça c'est à l'hectare, hein. Selon les variétés, les rendements diffèrent, hein, notamment gariguette qui est un peu moins productive que les autres variétés, mais qui est commercialisée toujours un peu plus cher que les autres variétés. Donc avec un rendement de 450 à 600 grammes par plant par gariguette, à 4,20 € du kilo, ça vous fait un chiffre d'affaires de 53 à 70 000 €. Les variétés d'Itron type Joly ou d'Arcélec, vous pouvez compter sur un rendement supérieur. Par contre, le prix de vente devrait être inférieur à la gariguette, mais un chiffre d'affaires qui tourne autour entre 45 000 et 68 000 € de l'hectare. Autre possibilité pour faire de la fraise que le sol, c'est la production en jardin suspendu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart maintenant des nouveaux ateliers se montent en jardin suspendu. Pourquoi? En premier, la désinfection de sol qui maintenant qui est devenue très très restreinte. Hein, il y a des produits de désinfection qui ont été retirés il y a 1 an ou 2. Si vous avez un nouvel atelier, vous aurez en sol, il n'y aura pas forcément besoin de désinfecter sur un nouvel atelier, mais c'est quand même, pour les gens qui font de la fraise historiquement, ça a été un critère très très important pour le passage en hors-sol. La pénibilité des travaux est bien sûr réduite. Vous imaginez bien que cueillir des fraises à hauteur d'homme, c'est moins pénible que de se baisser et d'avoir le dos cassé en deux. Il n'y a pas que la cueillette qui est moins pénible, hein. La plantation, tous les travaux d'entretien sont beaucoup plus faciles en hors-sol. Les périodes de production sont modulables. On a vu tout à l'heure que l'itinéraire sol, lui, ne peut pas être décalé. C'est obligatoirement une plantation à une date précise là, de juillet, alors qu'avec les nombreux types de plants qu'on a à notre disposition hors sol, on peut moduler l'entrée en production et les plantations. Autre point non négligeable, c'est la protection PBI. La PBI, c'est la protection biologique intégrée. C'est le lâcher des auxiliaires dans la structure qui est beaucoup plus efficace du fait d'un volume d'air beaucoup plus important quand il y a le 4 mètres. Les auxiliaires s'implantent beaucoup mieux. Notamment, depuis quelques années, par exemple, il n'y a plus aucun traitement contre le trips. La protection se fait en lâchant des auxiliaires.
Et dernier point non négligeable aussi, les structures sont en place pour de nombreuses années. Donc, une fois qu'elles sont implantées, on n'a plus à y toucher. Quels sont les équipements nécessaires pour produire en jardin suspendu? Donc, vous avez séparés, je les ai divisés en trois items. Donc, le premier, c'est les équipements de base indispensables. Quelle que soit la surface, il vous faudra ces équipements. Alors, on va les prendre les uns après les autres. Une filtration, une cuve de stockage, un local technique. Alors, l'automate de gestion, ça, c'est pour des ateliers qui sont quand même d'une surface assez importante. C'est sûr que si vous voulez faire 2000 mètres carrés, vous n'aurez pas besoin d'un automate, ça coûtera beaucoup trop cher par rapport au chiffre d'affaires espéré avec vos fraises. Par contre, ça peut être remplacé avantageusement par avec un programmateur et des pompes type Dosatron Venturi qui ne coûtent pas très cher. Un Dosatron, ça coûte à peu près 1 500 €. Il vous en faudra 3, 2 pour l'engrais et 1 pour l'acide. Et un automate de gestion, sans parler de la gestion climatique, coûte autour de 30 000 € quand on a avec la supervision. Il vous faudra aussi des bacs mélangeurs parce que les engrais doivent être séparés. Un appareil de traitement spécifique aussi et des chariots de récolte plus des balances. Ce poste revient à 75 000 € si on a un automate. Si on n'a pas l'automate, c'est beaucoup moins cher. Hein. Vous enlevez facilement 30-40 000 €. Le système que je décris est un système avec des tunnels rehaussés. C'est-à-dire que ce sont des anciens tunnels 4 mètres qui servaient en sol, qui ont été recyclés pour mettre sur nos tunnels en jardin suspendu. Par contre, ils sont rehaussés avec une rehausse de 80 cm en sol, ce qui fait qu'on a une largeur au sol de 4,60 m, contrairement aux 4 mètres au sol dans une culture en sol. La hauteur d'homme, on passe largement en hauteur, on marche, il n'y a aucun souci là-dessus. Et si on compte pour 1 hectare, il faudrait 44 tunnels de 50 mètres de long, soit 1200 rehausse. Plus les pignons de tringle pour faire les ouvertures, hein. Un total d'environ 50 000 €. Cette structure, après, il faut l'aménager à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on met? On met une bâche au sol pour éviter que l'herbe pousse. Il faudra les pieds qui serviront de support à la culture. Un kit de soutien pour les rampes florales si on fait de la garriette. Ce n'est pas nécessaire pour de la remontante. Il faudra les gouttières pour mettre les sacs, des petits raccords de treillis et bien sûr l'irrigation avec principe. Il y a 2 possibilités, soit des goutteurs araignées ou soit de la gaine souple jetable. Donc pour un total de 70 000 € à l'hectare. Donc si en gros pour 1 hectare avec automate, on tourne à peu près à 160 000 €. Par contre, si on a 2 hectares, bien sûr les charges, l'automate est divisé par 2 et on arrive à un peu plus de 300 000 € pour 2 hectares en jardin suspendu. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'itinéraires techniques, donc ils sont complètement différents des sols, parce qu'on a à notre disposition plusieurs types de plans. On ne va pas les détailler ce soir, hein, mais ces différents types de plans permettent de planter plus ou moins tôt, plus ou moins tard, et de programmer son entrée en production. Pour retenir deux itinéraires techniques types de la région, avec en gariguette, où on plante des tréplants début février. On fait le peignage en mars et on récolte en mai. Alors le peignage, j'en ai pas parlé en sol, hein, c'est un terme spécifique au hors-sol. C'est-à-dire qu'on va séparer avec une ficelle, on va séparer en 2. On va mettre les feuilles d'un côté en hauteur
et on va faire descendre les hampes florales de manière à ce que quand on cueillera, il n'y aura que les fruits à cueillir, il n'y aura pas les feuilles qui seront mélangées. Donc ça empêche, ça, on gagne un temps fou en cueillette. On a une meilleure, la chaleur et la lumière vient uniquement aux feuilles et c'est une opération indispensable sur garguette. On finit notre récolte début juin en général et l'intérêt du hors-sol, c'est de ne pas rester la serre vide. Donc, tout de suite après, on peut faire une contreplantation d'un tréplan frais de remontante, d'entrer en production à peine un petit mois après la plantation et de produire jusqu'à aujourd'hui, fin mi-novembre, suivant les années. Donc l'intérêt du hors-sol, c'est d'avoir toujours une production de sous-sol, bien sûr, en hiver. Si on parle de notre possibilité, c'est les remontantes, notamment la variété Charlotte. Là, on va planter en mini-trait on va planter des mini-traits en février. L'entrée en récolte va se faire au mois de mai et on va accueillir jusqu'à la fin octobre. Par contre, là, bien sûr, il y aura des interventions d'entretien. Il faudra égrapper, effeuiller pour entretenir la plante et qu'elle continue à remonter régulièrement. Les chiffres économiques, là, il y a tellement d'itinéraires techniques et il y a tellement de possibilités qu'il est difficile de ressortir une marge type. Mais je vous ai sorti le chiffre d'affaires. Pour une garguette tréplan à 7 plans de mètre carré, ce qui est la densité de nos tunnels, à 310 grammes par plan et à un prix de vente de 5 €, le chiffre d'affaires, c'est de 110 000 €. Donc, et pour une Charlotte à la densité un peu plus faible, à 6 plans du mètre carré, à 800 grammes par plan avec un prix de vente de 3,30 €, le chiffre d'affaires est de 158 000 €. Donc c'est à relativiser par rapport aux 300 000 € tout à l'heure que je vous ai dit pour 2 hectares. Ça peut faire peur, mais les entrées, les chiffres d'affaires sont aussi importants. Donc, pour parler de ces rendements, de ces chiffres d'affaires, de ces itinéraires techniques, donc la Chambre d'agriculture est à votre écoute, à votre disposition pour parler de ces chiffres et puis parler aussi d'installation avec des collègues adéquats. J'en finirai ma partie par les opportunités de cette production qui est vraiment très, très intéressante. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fraise est une production qui est rémunératrice depuis de nombreuses années, qui connaît peu de crises et qui peut largement intégrer de nouveaux producteurs. Il n'y a aucun souci, tout le monde peut faire de la fraise. Le fait que la filière soit organisée aussi, c'est un atout pour vous. Hein. Elle est organisée commercialement, techniquement, et au niveau matériel, approvisionnement, tout est disponible dans un rayon de quelques kilomètres autour de Fontaine. Donc des ateliers se libèrent suite à des départs en retraite. Donc pourquoi pas vous? Moi, je vous incite à faire de la fraise. C'est très intéressant, vous ne le regretterez pas. Je vais passer maintenant la parole à Laurent Renaud et ses collègues du cadran qui vont nous présenter le cadran et les avantages d'adhérer au cadran de Soleil. Merci beaucoup, Jean-Marie. Je reviendrai vers vous à la fin pour des questions, s'il y en a. Donc, la diapo suivante, c'est possible. Voilà, il y en a eu deux d'un coup de côté, il en manque une. La première, voilà. Alors, le cadran de Sologne, c'est une coopérative qui a été créée en 1981. Elle aura 40 ans en 2021. C'est une coopérative qui fait aujourd'hui 2400 tonnes de fraises et environ 2800 à 3000 tonnes de poireaux. La production de fraises s'étale au cadran de Sologne entre le 15-20 avril et fin novembre. Alors, il y a deux saisons dans la fraise. Jean-Marie en a parlé un petit peu tout à l'heure. Nous avons la saison de fraises de printemps qui est du 15 avril à fin juin. Et ensuite, la saison de fraises remontantes qui va de juillet à fin novembre.
Au cadran de Sologne, c'est environ 2000 tonnes de fraises de printemps et 400 tonnes de fraises remontantes. Au cadran de Sologne, nous avons 23 exploitations, ce qui représente environ 35 chefs d'exploitation, puisqu'il y a des exploitations, notamment en GAEC, avec plusieurs chefs d'exploitation. La fraise en sol représente 85 hectares et la fraise en jardin suspendu 32 hectares. Pour la fraise remontante, c'est environ 16 hectares de fraises en jardin suspendu en variété Charlotte principalement. La diapo d'après. Donc, pourquoi adhérer au cadran de Sologne? Alors, le cadran de Sologne, tout d'abord, c'est une coopérative et une organisation de producteurs. Donc, l'avantage d'être coopérative et organisation de producteurs, c'est l'équilibre de traitement entre tous les adhérents. Que vous soyez petit ou important, 10 tonnes ou 250 tonnes, il n'y a pas de différence de traitement au niveau du cadran de Sologne. C'est une structure humaine et démocratique. Alors, humaine tout simplement parce que vous l'avez vu, il n'y a que 23 exploitations. Nous sommes conventionnés avec 8 structures commerciales. Donc, c'est un tout petit groupe. Et pourquoi démocratique? Tout simplement parce que le conseil d'administration du cadran, c'est 12 exploitations représentées et un administrateur stagiaire. C'est-à-dire que nous avons 13 exploitations qui sont représentées sur 23 dans les instances dirigeantes de la coopérative. Le cadran de Sologne est adhérent à l'AOPN. Donc l'AOPN, c'est l'association des organisations de producteurs au niveau national, Fraises de France. Michel Piquet, qui est ici présent, en est le vice-président. Nous avons de très très bonnes relations avec l'AOPN. Ça nous permet d'avoir énormément d'informations sur les calendriers de production, sur les promotions que peuvent mettre en place la grande distribution, puisque l'AOPN a aussi un rôle, on va dire, de consultation commerciale auprès de la grande distribution. On leur fournit énormément de statistiques sur les calendriers de production. Ça leur permet de cibler au mieux leurs promotions qui dynamisent le marché tout au long de la saison de printemps et aussi au niveau des remontantes. Et l'AOPN, notamment dans ses autres fonctions, organise les spots radio que vous avez peut-être déjà entendus les week-ends de printemps et un ou deux des fois en septembre. Pour revenir au cadran de Sologne, le nom cadran, c'est un système de vente. Il est appelé aussi Velling en Belgique et en Hollande. Donc c'est un système de vente aux enchères. Et pourquoi la fraise aux enchères dégressives? Tout simplement parce que le but, c'est de vendre un maximum de produits en un minimum de temps, la fraise étant un produit assez fragile. Lorsque nous sommes en pleine saison, nous pouvons vendre entre 80 et 90 tonnes de fraises par jour en l'espace de 20 minutes, une demi-heure maximum. C'est un marché physique. Chaque producteur amène sa marchandise tous les jours pour la vente. La vente a lieu à 13h30 au printemps et il y a au moins un producteur par exploitation qui assiste à la vente. C'est très intéressant ce marché physique parce que ça permet au producteur de se situer au niveau de sa qualité par rapport à ses collègues. Cela lui permet de voir son prix de vente tous les jours pendant la vente. Ainsi, le producteur repart chez lui l'après-midi avec son chiffre d'affaires de la journée. Il y a une totale transparence des prix. Ensuite, au niveau du cadran de Sologne, comme nous sommes organisation de producteurs, nous assumons aussi un accompagnement technique et un suivi technique qui est fait par le spécialiste des fruits rouges que vous avez vu juste avant, Jean-Marie Guichardon. Nous avons une convention avec la Chambre d'agriculture sur un nombre de jours où Jean-Marie passe auprès de nos adhérents pour les former quand ils débutent à la culture de la fraise. Le cadran de Sologne a une marque commerciale depuis 1999, la marque Miam Miam Sologne. C'est une marque qui est reconnue aujourd'hui dans les circuits de distribution, notamment chez les professionnels et les détaillants des fruits rouges, de marché de Rungis par exemple. Nous avons aussi les achats groupés de fournitures d'approvisionnement. Comme vous le voyez sur la photo par exemple, là vous êtes dans le haut climatique du cadran de Sologne en pleine saison. Le cadran de Sologne assure tout ce qui est achat groupé de plateaux, palettes, barquettes, étiquettes, tout ce qui sert au conditionnement de la fraise à la cueillette. Mais nous allons plus loin puisque nous faisons aussi tout ce qui est approvisionnement pour la production, excepté les plantes fraisiers. Par exemple, nous faisons des achats groupés d'engrais solubles pour la production de fraises. Nous faisons des achats groupés de produits phytosanitaires, de produits biocontrôle,
Nous assurons aussi tout l'approvisionnement de la production biologique intégrée de nos adhérents qui ont décidé de partir dans cette démarche. Donc, la coopérative les accompagne. Dans le rôle de la coopérative, quand vous signez un contrat avec le Cadran de Sologne, c'est un engagement de 5 ans. Et il y a obligation d'apport total. Donc, l'apport total est défini par l'OCN de fruits et légumes au niveau européen, c'est-à-dire excepté, bien sûr, les besoins familiaux de consommation et une quote-part de vente directe qui est acceptée. Et ça, c'est dans les statuts de la coopérative. Mais tout cela, on vous présentera si un jour vous êtes intéressé pour venir nous voir. Le Cadran de Sologne est aussi reconnu par rapport à ses très faibles frais de gestion. En effet, nous sommes une structure très légère, uniquement 2 permanents qui assurent l'activité des 12 mois de l'année au niveau de la coopérative. Et nous avons 3 saisonniers qui viennent nous épauler pendant 1 mois et demi au printemps. Donc voilà, j'en ai fini de présenter la coopérative. Moi, j'aurais tendance à vous dire, n'hésitez pas à nous rejoindre. La fraise est un formidable produit. Comme je le disais encore il n'y a pas longtemps à Jean-Marie, on devient très vite fraise dingue, des fraises dingues dans le bon sens du terme, c'est-à-dire être passionné par le produit. Et dans tous mes producteurs qui travaillent dans la fraise, aussi bien que dans le commerce, tous les gens qui touchent à ce produit deviennent très vite passionnés. En plus, la fraise connaît depuis quelques années un regain de consommation. Actuellement, nous sommes aux alentours de 2,2 kg de consommation par an par habitant. Et nous ne produisons que 60 000 tonnes de fraises sur les 130 000 tonnes qui sont consommées en France. Donc, il y a de la place. La fraise est un produit rémunérateur, Jean-Marie l'a dit tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à franchir le cap et à venir nous retrouver au niveau du cadre. Voilà. Je laisse maintenant la parole aux questions et on se fera un plaisir d'y répondre. Merci, messieurs. Je vous propose de pouvoir poser des questions, soit dans le chat, soit sur le bas de votre écran. Vous allez pouvoir lever la main pour pouvoir poser vos questions. Alors, Monsieur Darnaud, vous pouvez y aller. Voilà, on vous écoute. Oui, bonjour, Jean-Baptiste Darnaud. Moi, je suis agriculteur au nord de la Loire, entre Mer et Oucques. Je voulais savoir si aujourd'hui, se situer en dehors de la zone Sologne, c'est quand même envisageable dans une logique d'adhérer au cadran de Sologne, ou si, compte tenu de l'organisation, il y a un périmètre géographique qui est délimité. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que dans votre organisation, il y a des agriculteurs en mode biologique? Alors, moi, je peux vous répondre sur la partie organisation. Donc, il n'y a pas de souci pour adhérer au cadran, même si on est en dehors de la zone du nom Sologne, puisque nous sommes reconnus sur le département 41, ainsi que sur les départements limitrophes. Nous avons actuellement un producteur de l'Orléanais qui est producteur au cadran de Sologne. Donc là, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Après, sur la partie biologique, à ce jour, nous n'avons pas de fraises bio au niveau du cadran de Sologne. Et nous ne sommes pas du tout fermés sur les ouvertures possibles. Merci. Je voudrais compléter la question de Monsieur Darnaud. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une demande en bio? Vous n'êtes pas fermé, mais est-ce que vous ressentez, vous, une demande et elle est plutôt pressante ou elle commence juste à poindre? Alors, au niveau de la fraise, la demande en bio, elle est surtout sur des circuits très courts, en produits très locaux. Et c'est vrai que nous sommes plutôt sur des marchés d'expédition.
Et pour le moment, sur nos marchés d'expédition, honnêtement, on ne ressent pas une demande sur le produit bio. On ressent beaucoup de demandes sur du produit, on va dire, conventionnel qui va vers des certifications, notamment la HVE, haute valeur environnementale. Nous avons 11 exploitations qui sont passées en HVE au printemps 2020. Vous voyez, 11 sur 23 dès la première année. Niveau 3. Niveau 3, oui. Michel Piquet me le rappelait, nous sommes HVE niveau 3 dès la première année. Et puis, nous avons bon espoir que d'autres exploitations vont poursuivre la démarche. Je pense que potentiellement, en niveau 3 HVE, nous pouvons atteindre les 75% de nos exploitations d'ici 1 à 3 ans. Et là, par contre, effectivement, la demande sur la fraise en HVE est beaucoup plus forte au niveau, nous, de nos organisations que sur le bio. J'ai encore une question. Est-ce que on peut créer et s'installer seulement sur un atelier fraise ou est-ce qu'il faut forcément que ce soit une diversification d'une entreprise existante? C'est peut-être plutôt à Jean-Marie de s'installer ou... Comme exemple, qu'on peut donner, c'est que il y a quelques années, un jeune s'est installé en jardin suspendu. Plus fort, Jean-Marie. De 2 hectares, avec une majorité. Un jeune s'est installé il y a quelques années sur une surface de 2 hectares en jardin suspendu. Et jusqu'à présent, il vit très bien de ces 2 hectares de fraises. Voilà, mais c'est du jardin suspendu, ce n'est pas du sol. Hein. Je peux répondre, si vous voulez? Oui, bien sûr, vous écoutez. Je suis producteur, moi, de fraises. Je suis producteur de fraises et uniquement de fraises à Fontaine-en-Sologne. Et on vit très bien avec de la fraise, il n'y a aucun souci. S'il y a besoin de chiffres complémentaires, on peut vous en donner, il n'y a pas de problème. Ouais, moi, j'ai une autre question, si c'est possible. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui. Tout à l'heure, vous avez mentionné que sur un marché français, 130 000 tonnes, il y en a à peu près 60 000 qui sont produites en France. Donc, du coup, en effet, il y a quand même pas mal d'importations. Aujourd'hui, vous ressentez de la part de la distribution ou des différents grossistes ou clients une volonté d'aller encore plus fort sur la consommation de produits français. Et aujourd'hui, si vous faites, entre guillemets, un peu de publicité sur l'installation ou le développement de fraiserais, c'est qu'il y a aujourd'hui une demande française qui n'est pas forcément assurée par les exploitations en place de façon suffisante, ou comment vous voyez les choses? Au niveau du cadran de Sologne, il y a 2 réponses à votre question. Il y a la réponse par la pyramide des âges que Jean-Marie a évoquée, c'est-à-dire nous avons des producteurs dans les 3 à 7 ans qui vont prendre leur retraite avec pas forcément chez certains de relève derrière. Donc nous savons pertinemment que nous allons perdre un peu de volume dans les prochaines années. Alors nous savons que sur le rythme que nous sommes à 2400, 2500, même 2600, 2700 tonnes, il n'y a pas de problème de commercialisation, hormis crise nationale, mais ça, vous ne pouvez pas les anticiper. Je veux dire, ça serait lié à quelque chose complètement indépendant du cadran de Sologne. Ça, c'est pour la partie propre au cadran de Sologne. Après, au niveau national, si on refait l'historique, en fraises, on faisait 80-85 000 tonnes de fraises dans les années 90. Fin des années 90, on a eu, on n'est pas là pour faire de politique, mais disons qu'on a eu des choix gouvernementaux qui ont fait que l'agriculture qui avait besoin de main-d'œuvre n'a pas forcément été beaucoup aidée. On a même assisté à une fuite massive de la main-d'œuvre dans ces années-là des exploitations, pas que fraises, hein, c'était en général.
Et c'est cette année-là dans ces années-là, début des années 2000, fin 90, début 2000, on a eu une énorme hémorragie de la production française, puisque nous sommes passés de 85-90 000 tonnes, même en 96-97, si ma mémoire est bonne, à 41 000 tonnes début des années 2000. Vous voyez, en l'espace de 20 ans, on a réussi à redévelopper 20 000 tonnes de plus au niveau national, et on sent que le marché est toujours demandeur. Et puis la troisième réponse que je pourrais presque vous dire, c'est que la crise de la Covid-21 a quand même mis en avant une recherche de produits de proximité, de plus local, plus français. Alors après, je ne peux pas vous dire si cette vague va perdurer, mais on le ressent quand même depuis plusieurs années. On est sur le produit français a quand même très bonne presse auprès des consommateurs. Donc moi, j'ai très très bon espoir, notamment le produit fraise. Vous savez, la fraise, elle a une image, c'est le produit de référence dans les rayons. Quand vous faites une bonne saison en fraises en magasin, souvent ça augure d'une très bonne année aussi pour les magasins. C'est vraiment un produit qui annonce le printemps, la consommation, le plaisir. On l'a vu cette année dans cette triste situation. La fraise et l'asperge, pendant 8 jours, ont connu une crise mémorable. Ça, c'était pour nos collègues du sud-ouest, notamment, qui étaient en production. Nous n'étions encore pas en production au tout début du confinement. Et après, quand nous sommes arrivés, le marché s'est très vite remis en place. Et quand les gens se sont mis à reprendre goût à la consommation de produits plaisir, la fraise, notamment, a été un produit qui a été énormément plébiscité cette année. J'ai une autre question. Pour la mise en place sur une logique de diversification d'entreprise, est-ce qu'il y a une surface minimum de jardin suspendu à mettre en place pour amortir l'investissement? Vous avez une très mauvaise connexion. Je pense que vous m'avez mal entendu. Est-ce qu'il y a une surface minimum de jardin suspendu à mettre en place pour rentabiliser l'investissement dans une logique de diversification d'entreprise? Je dirais, il n'y a pas de surface minimum. On a vu qu'il y avait des charges fixes incompressibles, hein, tout ce qui est dosatron, local technique, et la première diapo. Toute cette partie, c'est incompressible, et faire des achats, des investissements pour je sais pas, 500 mètres carrés, ça me semble pas raisonnable. Il y a quand même un minimum de surface à en mettre en place pour rentabiliser ces investissements. Je dirais que ça serait minimum 3000 mètres carrés. Et on a vu quand on veut passer, je vous disais tout à l'heure, quand on veut passer avec un automate, là, le minimum, c'est l'hectare, et l'optimum, c'est 2, voire plus de 3 hectares. Mais en diversification, là, ce n'est pas ce que tu me demandes. Hein. Surface à peu près 3000 mètres carrés, voilà, minimum. Je ne sais pas ce qu'en pensent les producteurs. Oui, Jean-Marie, tu dis 3000 mètres carrés, mais ça me paraît quand même très peu. Parce qu'avec 3000 mètres carrés au niveau de production, tu es juste sur une production, quoi. Tu ne peux pas faire 2 ou 3 productions dans le temps, quoi. En termes de variété. En termes de variété. Hélène parlait de diversification. Ce qu'il faut savoir, c'est que du hors-sol, quelle que soit la surface, ça demande un temps de surveillance qui est identique à si on a 500 mètres carrés ou 3 hectares. Il faut aller contrôler son EC, son drainage tous les jours, voire 2 fois par jour. Donc, quand on se lance sur du jardin suspendu, tout ça, c'est à en prendre en compte. Et faire une petite surface, ce n'est pas forcément rentable. Alors, quand je dis 3000 mètres carrés, là, tu parlais de diversification. Mais si tu veux faire plus que de la diversification, évidemment, comme dit Franck, ce n'est pas suffisant. Par exemple, si tu fais 3000 mètres carrés de fraises en diversification, mais si à côté, en jardin suspendu, tu as aussi un peu de framboise, un peu de tout ça, enfin, que tu as un atelier un peu plus large que ça, ça passe.
Mais voilà. Le temps, les charges incompressibles et le temps de surveillance sont à prendre en compte avant de démarrer. On a vu. Nous, au niveau du cadran de Sologne, on n'est pas placé. Excusez-moi, je voudrais rebondir. On n'est pas très bien placé pour parler de diversification parce qu'on remarque à chaque fois qu'un producteur fait un galop d'essai chez nous, il commence avec un petit hectare pour se faire la main. Et très rapidement, en l'espace de 2 ans et demi, 3 ans, il passe à 2 hectares, 2 hectares et demi, parfois 3 hectares. Vous voyez, donc c'est ce que dit Jean-Marie, ça demande tellement d'attention, que ce soit pour 3000 m² ou pour 2 hectares, que très rapidement, le producteur comprend que l'intérêt, c'est de se spécialiser. Quand tu fais du jardin suspendu, souvent la fraise devient le pilier de ton exploitation. Ça devient ta culture principale. Donc, toi, une diversification, c'est possible, mais avec d'autres fruits rouges, quoi. Voilà. Avec la proximité de la ville, ou d'espaces plus urbains, on va dire, est-ce que, alors c'est pas forcément au cadran de Sologne que je m'adresse, mais plutôt à Jean-Marie, est-ce que il y a de plus en plus de demandes aussi d'accompagnement technique pour faire de la cueillette à la ferme et pour faire de la vente directe? La question, c'est... Est-ce qu'il y a une demande de la part d'autres producteurs qui, pour des besoins de diversification ou d'accueil à la ferme, demandent à s'installer probablement sur des plus petites surfaces pour faire de la vente directe ou de la cueillette à la ferme? Il y en a forcément, mais moi je ne suis pas forcément sollicité par mes collègues qui s'occupent d'installation. On entend parler, mais ils peuvent faire appel à la Chambre d'agriculture, il n'y a pas de souci, mais c'est pas beaucoup de public, de ce type de public dans mes producteurs. Mais c'est sûr qu'à autour de Blois, il y a des libres cueillettes. Hein. Mais enfin, c'est pas que des libres cueillettes quand on fait de la fraise. Il y a les clients demandent beaucoup d'autres productions que la fraise. Hein. Donc après, ils commencent souvent par la fraise, mais ensuite ils mettent d'autres productions en place suite à la demande des clients. C'est le produit d'appel, la fraise, incontestablement. J'ai une dernière question concernant la main-d'œuvre. Aujourd'hui, vous faites appel plutôt à la main-d'œuvre française ou de la main-d'œuvre détachée globalement pour les pics d'activité? Actuellement, on a un peu de main-d'œuvre locale, mais il y a beaucoup de production, enfin de cueilleurs qui viennent de l'étranger. Pas forcément en main-d'œuvre détachée, c'est de la main-d'œuvre qu'on fait venir nous-mêmes maintenant, mais il y a quand même une bonne proportion de cueilleurs étrangers. Alors, je poursuis mes questions qui m'arrivent par le chat. La technique du jardin suspendu, est-ce qu'elle est bien acceptée par les acheteurs et les clients qui souhaitent une production plus naturelle? Est-ce que vous m'avez... Alors, cette question, elle est très pertinente. Oui, on l'a compris. Je réponds, Jean-Marie? Bon, vas-y, c'est ton domaine. Je disais que cette question, elle est très, pertinente. Effectivement, on a des
y a en ce moment qui oppose énormément la production en jardin suspendu à la production dite naturelle. Après, il faudrait certainement redéfinir la définition du mot naturel. Nous assistons sur le fait que nous sommes en production en jardin suspendu, tout simplement parce que nos fraises en hors sol, puisque c'est le gros mot qu'il ne faut pas dire, elles sont produites dans des sacs de tourbe. Et donc, elles ne sont pas produites sur de la laine de roche ou en hydroponie comme certains types de cultures. Donc, on a encore le contact avec le sol, hein, même si la culture elle est élevée. Et après, c'est très drôle, c'est quand on fait des tests à l'aveugle sur une production de fraises gustatives, qu'elles soient sol ou hors sol, quand on déguste à l'aveugle, bien malin celui qui identifie le hors sol du sol. Et après, moi, pour ce qui me concerne en termes de mes clients, je peux vous dire que mes clients, les plus gros spécialistes des fruits rouges, en termes de qualité et d'exigence gustative, sont sur le mine de Rungis. Et c'est très rare que j'arrive à leur vendre de la fraise sol. Ils ne veulent pratiquement plus que de la fraise hors sol. Je ne sais pas si ça peut répondre à votre question, mais moi, je reste convaincu que c'est un combat d'arrière-garde aujourd'hui d'opposer les jardins suspendus et la production naturelle. Puisque quand on voit les efforts et les progrès que la production en jardin suspendu a pu faire, aujourd'hui, c'est l'une des cultures les plus propres en termes de production de fraises. Ce qu'on vous propose, c'est de clore ce webinaire. Nous vous remercions d'y avoir participé. D'ici la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine, vous retrouverez à la fois le diaporama et l'enregistrement de ce webinaire sur notre site internet avec l'ensemble des contacts des personnes qui sont intervenues ce soir. Et n'hésitez pas à les recontacter, à leur poser des questions complémentaires et à leur faire connaître vos projets, la maturité de votre projet pour que si vous avez besoin, ils puissent vous accompagner.